Des faits étranges que l'on ne trouve qu'au Japon, où les femmes désirent désormais les hommes étrangers. Le Japon est un pays connu pour sa riche culture et ses traditions. Il y a de nombreuses coutumes que l'on ne trouve qu'ici. C'est pourquoi de nombreux touristes viennent ici pour vivre ces expériences. Dans cette vidéo, nous allons découvrir de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, pourriez-vous aimer et vous abonner à cette vidéo ? C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors commençons. Numéro 1. L'abondance de distributeurs automatiques au Japon. Où que vous alliez, que ce soit au bord de la route, dans les gares, les parcs de centres commerciaux ou même dans des endroits isolés, vous trouverez des machines qui vendent toutes sortes de choses. Mais il ne s'agit pas seulement de boissons et de snacks. Il y a des distributeurs automatiques au Japon qui vendent des choses auxquelles vous ne vous attendriez pas. Dans d'autres pays, les distributeurs automatiques proposent de souvent soda, eau et chocolat. Mais au Japon, il y a énormément de choix. Il y a des distributeurs automatiques qui vendent des plats chauds comme des ramen, des burgers et du poulet frit. Il y en a aussi qui proposent des plats en conserve comme du riz au curry et des nouilles. En plus de la nourriture, il y a aussi des distributeurs automatiques qui vendent des œufs frais, du riz, des fruits et des légumes. Pour les amateurs de collection, il y a des distributeurs automatiques de gâchapon. Ce sont des machines qui contiennent de petits jouets placés dans des capsules. Ils présentent souvent des personnages d'animes célèbres ou des figurines de jeux vidéo. Au Japon, certains distributeurs automatiques proposent des produits électroniques comme écouteurs, batteries externes et petits appareils électroménagers. Il existe aussi des distributeurs automatiques insolites qui ne manqueront pas d'étonner les touristes. L'un d'eux est le distributeur automatique de parapluies. Si jamais tu es surpris par la pluie et que tu n'as pas de parapluie, il y a un distributeur automatique qui vend des parapluies jetables. Il y a aussi un distributeur automatique de cravates et de chaussettes pour les employés pressés qui ont oublié d'en mettre. À Osaka, il y a un distributeur automatique capable d'imprimer ta photo sur la mousse de ton café ou de ta boisson. Dans d'autres endroits, il existe des distributeurs automatiques qui vendent des viandes exotiques comme la viande de crocodile, de cerf et de cheval. Pour ceux qui aiment offrir des fleurs, il existe un distributeur automatique qui contient des fleurs fraîches prêtes à être offertes. De plus, l'un des endroits les plus célèbres au Japon, avec de nombreux distributeurs automatiques insolites, est le parc Sagamihara Vending Machine à Kanagawa. Cet endroit est rempli d'anciens distributeurs automatiques datant des années 1970 et 1980 qui fonctionnent encore. Ici, vous pouvez acheter des sandwichs grillés, des nouilles instantanées et différents types de boissons. Numéro 2, les hôtels capsules. L'hôtel capsule est un type d'hôtel unique au Japon. Ici, au lieu d'une chambre normale, les clients dorment dans de petites capsules. Les capsules ressemblent à de petites boîtes, ou des pods, qui ne peuvent accueillir qu'une seule personne. Grâce à ce type de conception, c'est moins cher qu'un hôtel classique, et c'est souvent utilisé par des personnes qui ont juste besoin d'un endroit où dormir pour une nuit. Le premier hôtel capsule a été ouvert en 1979 à Osaka, au Japon. Appelé Capsule à Osaka et conçu par Kisho Kurokawa, il visait à offrir un hébergement abordable à ceux sans train pour rentrer ou aux travailleurs en quête de repos rapide. Depuis lors, il est devenu populaire et s'est également répandu dans d'autres pays comme la Chine, la Corée du Sud et l'Inde. La capsule est un petit espace fabriqué en plastique ou en fibre de verre. Il y a 2 niveaux de capsules à l'intérieur d'un hôtel, certaines sont en haut et d'autres en bas. Pour les capsules qui sont en haut, il y a une petite échelle pour y accéder. La taille standard d'une capsule est de 2 mètres de long, 1 mètre de large et 1,25 mètres de haut. Une personne peut s'y allonger confortablement. La capsule contient une lumière, un ventilateur et une prise électrique. Certaines capsules sont équipées d'une télévision et d'un panneau de contrôle pour la climatisation. Et pour la vie privée, il y a un rideau ou une porte coulissante, mais elle ne peut pas être verrouillée de l'extérieur. Comme l'espace est réduit, chaque capsule ne dispose pas de sa propre salle de bain. À la place des salles de bain partagées offrent douches et toilettes propres. Certains hôtels capsules au Japon offrent un bain public ou onsen et un sauna. De plus, il y a aussi des vestiaires où les clients peuvent ranger leurs affaires. D'autres hôtels capsules disposent d'un espace commun où l'on peut se reposer, lire le journal ou utiliser le Wi-Fi. D'autres disposent d'une cafétéria ou de distributeurs automatiques pour la nourriture et les boissons. Numéro 3. Pastèque carrée. La pastèque carrée est un fruit étrange que l'on trouve au Japon.
C'est une pastèque normale, mais elle est cultivée à l'intérieur d'une boîte pour lui donner une forme carrée. Cela a débuté en 1970 à Zensuji, Japon. La raison pour laquelle cela a été fait, c'est pour qu'il soit plus facile de le ranger dans le réfrigérateur et pour qu'il ne roule pas lorsqu'on le coupe. Pour obtenir une pastèque carrée, le jeune fruit est placé dans une boîte transparente. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle prend lentement la forme de la boîte. Les boîtes sont faites en plastique ou en verre pour permettre à la lumière du soleil, dont la plante a besoin, de passer. Cela n'a pas été modifié par la science ou la modification génétique, mais simplement par une méthode simple de modelage du fruit pendant sa croissance. Les pastèques carrées sont désormais surtout populaires comme objet décoratif, pas comme aliment. En raison de leur forme inhabituelle, elles sont souvent utilisées comme décoration ou cadeau. Elles sont chères parce qu'on n'en produit que très peu chaque année. Leur prix varie de 10 000 à 20 000 yens. Dans d'autres pays, elles coûtent encore plus cher, jusqu'à 100 000 yens, à cause des frais d'expédition et de leur rareté. Cependant, un problème avec la pastèque carrée, c'est qu'elle n'est pas bonne à manger. Pour conserver leur forme carrée, elles sont récoltées tôt, avant même d'être mûres. Ainsi, la chair est dure et peu sucrée, donc la plupart des pastèques carrées ne sont pas mangées. Elles servent juste de décoration. On peut les voir dans des magasins de luxe, des hôtels et des bureaux. Il n'y a aussi qu'un petit nombre de pastèques carrées produites chaque année. Seules 200 à 400 pièces sont récoltées, ce qui explique leur prix élevé. Bien qu'elle ne soit pas pratique à manger, la pastèque carrée est une preuve de la créativité des Japonais. Cela montre comment l'apparence d'un simple fruit peut être transformée pour le rendre plus unique et spécial. Numéro 4, les maid café. Le maid café est un type de restaurant unique que l'on trouve au Japon. Tout a débuté en 2001 à Akihabara, Tokyo. Un endroit célèbre auprès des passionnés d'anime, de manga et de jeux vidéo. Au début, ces cafés étaient destinés aux otaku, ou aux personnes passionnées par la culture pop japonaise. Mais avec le temps, le nombre de clients a augmenté, y compris des touristes et des couples. En raison de son concept unique, le maid café s'est répandu, non seulement au Japon, mais aussi dans d'autres pays. Dans un maid café, les serveuses appelées maids portent une tenue de soubrette française avec volant, tablier et nœud. Leur travail ne consiste pas seulement à servir la nourriture, mais aussi à rendre l'expérience de leur client spéciale. Lorsque les visiteurs entrent, ils sont accueillis par Okaeri nasaimase gosu jin-sama, ce qui signifie « bienvenue, maître ». Ici, le client est traité comme un maître ou une princesse. C'est pourquoi leur repas devient unique et amusant. Pendant ce temps, le maid café n'offre pas seulement de la nourriture. Il y a aussi des services supplémentaires que la maid propose pour rendre le visiteur heureux. L'un des services les plus populaires est la décoration des plats. Par exemple, la maid elle-même dessine avec du ketchup sur leur omuris ou riz à l'omelette. Souvent, elle dessine un cœur, une étoile ou un visage de chat pour rendre le plat plus mignon. Il y a aussi des mini-jeux comme pierre, feuilles, ciseaux, auxquels le client et la maid peuvent le jouer ensemble. Parfois, la maid danse ou chante pour divertir les invités. Beaucoup utilisent aussi la célèbre expression Momo-e-kyun, une façon de montrer de la joie ou d'ajouter de la magie à la nourriture du client. Bien que le maid café soit amusant, il a aussi des règles strictes. Il est interdit de demander aux maids des informations sur leur vie personnelle. Il est également interdit de les prendre en photo, sauf si vous avez la permission. Un autre interdit concerne tout comportement pouvant embarrasser ou blesser la maid. Ces règles sont suivies afin de maintenir le respect entre la maid et les invités. De plus, chaque maid café a son propre thème. Certains ont un thème victorien où les maids portent des robes classiques de l'époque victorienne. Il existe aussi des neko-cafés où les maids portent oreilles et queue de chat pour paraître encore plus mignonnes. Numéro 5, KFC pour Noël. Au Japon, manger du KFC à Noël est une tradition inhabituelle. Cela a commencé en 1974 lorsque KFC Japon a lancé la campagne Kurisumasu ni wa Kentucky, ce qui signifie Kentucky pour Noël. L'idée est venue d'un client étranger qui s'est plaint qu'il n'y avait pas de dinde au Japon pour Noël. À cause de cela, un employé de KFC a eu l'idée de proposer le poulet frit comme alternative pour le repas de Noël. Depuis lors, c'est devenu une tradition au Japon.
Pendant ce temps, autrefois, Noël n'était pas vraiment célébré au Japon parce qu'il y avait très peu de chrétiens. Mais grâce au marketing efficace de KFC, manger du poulet frit est devenu une partie de la saison des fêtes pour les Japonais. Aujourd'hui, des millions de familles au Japon achètent du KFC à Noël. Près de 3,5 millions de familles profitent donc chaque année de cette tradition. Comme beaucoup de gens veulent acheter, on voit de longues files d'attente dans les magasins KFC à Noël. Et pour éviter les désagréments, beaucoup passent déjà leur commande de repas de Noël plusieurs semaines ou mois avant les fêtes. KFC Japon propose des barils spéciaux pour les fêtes de Noël contenant du poulet frit, des accompagnements comme de la lasagne ou de la salade, et parfois même un gâteau. Le prix de ces formules varie de 30 à 50 $ selon la quantité de nourriture. En plus de manger du KFC Noël au Japon est aussi un jour spécial pour les couples. Les couples sortent souvent dans de jolis lieux décorés de lumière et de décorations de Noël. Parmi les destinations populaires, il y a le Luminary de Kobe et le Royaume des Lumières de Huis-ten-Bosch. Au Japon, Noël est davantage une fête romantique pour amis ou couples qu'une célébration familiale. De même, une autre raison pour laquelle le KFC est populaire à Noël au Japon est l'image du colonel Sanders, la mascotte de KFC. On l'habille souvent en Père Noël, ce qui le rend encore plus intégré aux célébrations des fêtes. Dans de nombreux KFC, la statue du colonel Sanders en costume rouge de Père Noël renforce l'esprit de Noël. Numéro 6. Les présentoirs de faux aliments Sampuru, des reproductions d'aliments qu'on trouve dans les restaurants au Japon. Ils sont utilisés pour montrer à quoi ressemblent les plats du menu. Comme ils sont fabriqués avec beaucoup de détails, ils ressemblent à de vrais aliments. Cette tradition a commencé en 1932 lorsque Takizo Iwasaki a créé le premier modèle en cire d'une omelette au riz. Depuis lors, cela fait partie de la culture alimentaire au Japon. Au début, on utilisait de la cire pour fabriquer le sampuru, mais plus tard, elle a été remplacée par du plastique pour qu'il dure plus longtemps et ne s'abîme pas facilement. C'est particulièrement important pour les étrangers qui ne savent pas lire le japonais. Car grâce au sampuru, ils peuvent voir à quoi ressemble ce qu'ils vont commander. Pendant ce temps, la fabrication du sampuru est un processus délicat. Chaque partie du plat, comme les légumes, la viande, le riz et autres, est fabriquée séparément pour avoir l'air réel. On utilise ici du polychlorure de vinyle, un type de plastique résistant. Chaque pièce est façonnée et peinte à la main pour faire ressortir la couleur naturelle de la nourriture. Une fois assemblées, elles ressemblent à de vrais aliments. De même, grâce à la popularité du sampuru, cette industrie est devenue très importante au Japon. Iwasaki BI et Maizuru sont deux des plus grandes entreprises qui fabriquent des répliques alimentaires. Iwasaki BI a été fondée par Takizo Iwasaki lui-même, et jusqu'à aujourd'hui, elle reste le leader dans la fabrication de faux aliments au Japon. À Kababashidori à Tokyo et à Dogoyasuji à Osaka, il y a des magasins qui vendent des sampuru comme souvenirs ou décorations. Kababashidori, connu sous le nom de Kitchen Town, est un endroit célèbre où l'on peut acheter des ustensiles de cuisine ainsi que des présentoirs alimentaires. En réalité, la fabrication du sampuru n'est pas seulement un simple travail, mais une forme d'art. Les artisans qui les fabriquent possèdent une grande habileté en modelage et en peinture afin que chaque aliment ait l'air réel. Au Japon, il existe également des compétitions où les artisans montrent leur savoir-faire dans la fabrication du sampuru. Mais en plus d'être utilisés comme présentoirs dans les restaurants, les sampuru servent aussi à des fins éducatives. Ils servent en éducation nutritionnelle à illustrer la taille des portions et un régime équilibré. Grâce à cela, il est plus facile pour les gens de comprendre quelle quantité de nourriture ils doivent consommer. Numéro 7. L'étiquette du parapluie. Au Japon, le parapluie ne sert pas uniquement à se protéger de la pluie ou du soleil. Il existe également des règles et des bonnes manières à respecter lors de son utilisation. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit couramment dans d'autres pays. Ainsi, les étrangers sont parfois étonnés de l'importance d'utiliser correctement le parapluie au Japon. Pendant la saison des pluies, presque tout le monde porte un parapluie. Beaucoup de gens utilisent des parapluies transparents en plastique parce qu'ils sont bon marché et faciles à acheter dans les konbini. Il y a aussi des parapluies gratuits dans certains endroits que l'on peut emprunter et rendre après utilisation. Pour des parapluies plus solides, on en trouve aussi beaucoup dans les grands magasins.
À ce sujet, lorsqu'on entre dans les magasins, les restaurants ou les bureaux, il ne faut pas apporter un parapluie mouillé à l'intérieur s'il n'a pas de housse. Il y a souvent un porte-parapluie à l'extérieur où l'on peut laisser son parapluie. Dans d'autres endroits, il y a des porte-parapluies verrouillables, avec une clé pour éviter la perte du parapluie. En fait, lorsqu'on marche dans des endroits étroits, il faut faire attention en tenant son parapluie. Il ne faut pas le balancer ou le lever trop haut pour ne pas blesser les autres. Lorsqu'on croise quelqu'un d'autre avec un parapluie, il est poli d'abaisser ou de lever légèrement son parapluie pour éviter de se heurter. C'est pourquoi certains préfèrent les parapluies transparents afin de voir où ils vont et d'éviter les accidents. Au Japon, il est aussi interdit d'utiliser un parapluie à vélo. C'est aussi dangereux et il existe une loi qui l'interdit. À la place, il existe des porte-parapluies que l'on peut fixer sur le vélo pour ne pas avoir à tenir le parapluie en conduisant. Cependant, les parapluies tonkatsu ne doivent pas être jetés n'importe où. Au Japon, il y a une façon correcte de jeter les déchets. Le parapluie fait partie des déchets non combustibles. Il y a donc un jour précis pour sa collecte. Dans certains lieux, il faut démonter le parapluie, séparer tissu et métal avant de le jeter. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander au personnel de l'hôtel ou au bureau local comment jeter correctement l'objet. De plus, au Japon, le parapluie n'est pas seulement utilisé pour la pluie. Beaucoup de gens l'utilisent aussi pour se protéger du soleil. En particulier, les femmes utilisent des parapluies avec protection ultraviolet pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Numéro 8. Faire la sieste au travail, inemuri. Au Japon, il existe une coutume particulière appelée inemuri. C'est le fait de dormir un court instant pendant qu'on est au travail ou dans un lieu public. Dans d'autres pays, ce genre de comportement peut être vu comme de la paresse. Mais au Japon, c'est un signe d'effort. Pour eux, une personne fatiguée qui s'endort un instant est perçue comme travailleuse et sérieuse. Pendant ce temps, le mot inemuri vient de deux parties. In, qui signifie dormir, et muri, ce qui signifie être présent. En d'autres termes, même en dormant, une personne semble toujours éveillée à ce qui l'entoure. Ce type de sommeil n'est pas profond, donc il se réveille facilement si nécessaire. Pendant ce temps, l'inemuri est courant dans les bureaux. On le voit aussi dans les trains, les bus et même lors des réunions. Certains employés dorment assis à leur bureau. D'autres ferment les yeux un instant pendant qu'ils écoutent. Lors d'une réunion, au Japon, ce n'est pas honteux car les autres comprennent que cette personne est fatiguée à cause de la quantité de travail qu'elle a. En fait, l'inemuri est important car il aide le corps et l'esprit. Même une courte sieste réduit la fatigue et augmente la concentration. Une personne devient également plus alerte après une sieste. Cela aide aussi à réduire le niveau de stress et à maintenir une bonne mémoire. En raison de ces avantages, certaines entreprises au Japon soutiennent l'inemuri. Il y a des bureaux qui disposent d'un espace spécial pour les employés qui souhaitent se reposer un moment. Les entrepreneurs croient que si leurs employés ont suffisamment de repos, ils seront plus productifs. Mais même si l'inemuri est accepté, il y a encore quelques règles à suivre. Premièrement, il ne faut pas s'allonger ni devenir trop à l'aise. En général, cela se fait assis ou légèrement appuyé. Il ne faut pas non plus déranger les autres. Par exemple, si vous êtes en réunion, dormir ne doit pas être une gêne pour les autres. Troisièmement, cela ne doit pas être fait de façon régulière. L'inemuri est destiné uniquement à une courte fatigue et ne doit pas être abusé. Numéro 9. Kanamara Matsuri, le festival du phallus d'acier. Le Kanamara Matsuri, également appelé Festival du phallus d'acier, est un festival insolite à Kawasaki, au Japon. Il a lieu chaque première semaine d'avril au sanctuaire Kanayama, un sanctuaire lié au mariage, à la santé et à la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Beaucoup de gens, surtout des touristes, viennent ici en raison du thème unique de cette célébration. Même si cela paraît ludique, cela possède une histoire et une grande importance culturelle au Japon. Selon la légende, un démon s'est caché dans les parties intimes d'une femme. Chaque fois qu'un homme essayait d'avoir des rapports avec elle, le démon mordait leur sexe. Effrayée, la femme a demandé à un forgeron de lui fabriquer un sexe en fer. Quand il l'a inséré en elle, les dents du démon se sont cassées et elle a finalement été libérée de la malédiction. Le sexe en fer est depuis devenu symbole de protection et prospérité.
Au fil du temps, cela est devenu une partie d'un festival pour célébrer la fertilité, la protection de la santé et l'harmonie dans le couple. Au Kanamara Matsuri, 3 mikoshi, sanctuaires portatifs en forme de phallus, défilent. Le premier est le Kanamara Mikoshi, une statue en bois. Le deuxième est le Kanayama Boat Mikoshi, un phallus en fer noir. Et le troisième est l'Elizabeth Mikoshi, un grand phallus rose offert par un club de drag queens. Le défilé est suivi par de nombreuses personnes portant des costumes colorés et participant joyeusement à la célébration. En plus du défilé, de nombreux stands autour du sanctuaire vendent des bonbons, des jouets et des souvenirs en forme de pénis. Beaucoup de gens en achètent, non seulement pour s'amuser, mais aussi pour prier pour leur santé et leur chance dans la vie conjugale. Les recettes du festival sont utilisées pour la recherche contre le virus de l'immunodéficience humaine et d'autres maladies. Numéro 10, manga. C'est une bande dessinée japonaise. C'est l'une des parties les plus importantes de leur culture. Le mot manga signifie histoire illustrée. Dans d'autres pays, les bandes dessinées visent surtout les enfants. Mais au Japon, le manga s'adresse à tous. Il existe des mangas pour les enfants, les adolescents et les adultes. Il y a différents thèmes et histoires selon l'âge du lecteur. Au XIIe siècle, il existait des rouleaux ou longs papiers illustrés. Un exemple célèbre de cela est Chokujin Butsu Giga, qui est une série d'images d'animaux se déplaçant comme des humains. À l'époque Edo, des livres illustrés comme Toba et On sont apparus. De même, le manga est différent des autres bandes dessinées dans le monde. D'abord, il se lit de droite à gauche. C'est aussi différent des bandes dessinées occidentales qui se lisent de gauche à droite. Ensuite, il existe divers types de mangas selon l'âge du lecteur. Le manga shonen est destiné aux garçons, comme Naruto et One Piece. Le manga shoujo, quant à lui, est destiné aux filles, comme Sailor Moon et Cardcaptor Sakura. Le manga sen vise un public masculin adulte, comme L'Attaque des Titans ou One Punch Man. Et le manga josei, quant à lui, est destiné aux femmes plus âgées, comme Nana et Paradise Kiss. De plus, une autre raison pour laquelle le manga est unique, c'est à cause de la profondeur de ses histoires. Ce n'est pas seulement une question d'action ou de comédie. Certains mangas traitent aussi de drame, mystère, horreur et philosophie. Death Note traite de la moralité et de la justice, alors qu'Attack on Titan évoque la guerre et la liberté. En fait, beaucoup d'entre eux durent de nombreuses années. Par exemple, One Piece a débuté en 1997 et n'est toujours pas terminé. Le manga est bon marché et facile à acheter au Japon. On en trouve aussi dans les gares, librairies et supérettes. Il existe aussi des magazines comme Shonen Jump qui publient de nouvelles histoires chaque semaine.